De janvier à juin 2022, quels sont les objectifs atteints au ministère de l'Industrie et du Commerce? C'est le principal sujet au menu de la revue du plan de travail annuel. À suivre les précisions. L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né les nutriments dont il a besoin. Les avantages de l'allaitement maternel exclusif chez la mère et l'enfant sont à suivre dans cette édition. Et puis en interactualité, signature ce lundi de l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires au Tchad. Le processus a été long. Le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, est venu en personne vendredi pour participer aux ultimes discussions. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Démarrage de l'examen d'une proposition portant modification de la loi 2013 au 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote à l'Assemblée nationale. C'est à l'occasion d'une séance plénière qui a consacré l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2022. Plusieurs députés étaient présents ainsi que le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Romaric Dossa, pour le reportage. Nous sommes à quelques mois des élections législatives au Bénin. Il est important de poser les jalons pour un scrutin transparent et apaisé. C'est ce qui fait l'objet de cette séance plénière des parlementaires. Il s'agira d'examiner au cours de cette première session extraordinaire de l'année 2022 une proposition portant modification de la loi 2013 du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote. Il y a certains centres de vote qui n'ont plus d'existence physique pour diverses raisons. Il est donc devenu superflu de laisser dans la loi en vigueur ces centres qui n'ont plus d'existence légale. Il faut profiter donc pour toiletter la loi en supprimant ces centres de vote qui n'ont plus d'existence légale. Mais en les supprimant, il faut les remplacer. Deuxième élément majeur de motivation, c'est que la loi fixe les centres de vote à 5000 personnes, alors que le travail de l'ANIP en cours révèle qu'il y a certains centres de vote qui risquent d'avoir de l'inflation, risquent d'être débordés. Si nous ne faisons rien à l'Assemblée nationale, mais l'ANIP sera paralysée simplement. Les préoccupations sont diverses, et surtout au niveau des centres de vote. Nous sommes certains qu'en reconduisant la carte électorale actuelle, il n'y a pas de doute que nous allons assister encore à beaucoup de personnes qui ne pourront pas voter à cause de la distance. 7, 8 km, 10 km, pour ça, quand quelqu'un n'est pas candidat, il ne va pas se gêner. Et nous vivons ça tous dans nos régions. Lorsqu'on parle de suppression de postes de centres de vote dans un village, alors que le centre en question existe physiquement et a correctement fonctionné au cours des dernières élections, ce ne serait pas bon qu'à ce niveau-là, on n'accède pas aux doléances donc, des populations. Il y a des quartiers qui partagent la même école. L'école sert de centre de vote. Et il se fait que tout le monde converge vers cette école pour faire leur vote. Alors que la loi dispose que chaque quartier, chaque village doit avoir son centre. Donc, il est urgent de régler ces cas-là. De toute façon, il est permis aujourd'hui, c'est ça la pratique, que des gens peuvent se lever pour dire « je ne vote plus dans ce centre ». On le leur permet pour aller dans un autre village sans y avoir même pas une résidence, ni un domicile. Je souhaiterais que cette question soit réglée en même temps que celle qui est le principal objet de cette modification. Je vous remercie. Tout ce qui a impact sur le code électoral, nous ne pouvons plus, à moins d'avoir un consensus national. Nous sommes dans les délais de 6 mois pendant lesquels nous ne pouvons plus agir sur donc, les lois électorales si nous n'avons pas une adhésion globale, un consensus national. La séance est donc suspendue et sera reprise le mardi 9 août prochain. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce vendredi 5 août 2022
Le vice-président de l'Université de l'État de la diaspora africaine, professeur Désiré Baloubi, aussi membre du Parlement du même État, a évoqué avec Louis Gbéounou Vlavonou la coopération parlementaire et la participation de la diaspora au développement de l'Afrique. Désiré Baloubi est allé échanger avec Louis Vlavonou sur la coopération parlementaire et la participation de la diaspora au développement de l'Afrique. Pour lui, ces deux composantes forment un levier important dont le Bénin peut tirer profit. Le retour de la diaspora au Bénin, parce que le Ghana en a bénéficié et ça lui a rapporté près de 1,9 milliard de dollars. Alors, si le Ghana est à côté, eh bien, le Bénin, ce n'est pas un hasard. Quand on parle de la route de l'esclave, quand on parle de la porte de non-retour, quand on parle d'Elmina au Ghana, quand on parle de l'île de Gorée, eh bien, le Bénin est au centre de cette histoire, bien qu'elle fût triste, mais c'est notre histoire. Le professeur Désiré Baloubi est membre du Parlement de l'État de la diaspora africaine, 6e région de l'Union africaine. Il se réjouit de l'accueil dont il a bénéficié auprès du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord l'humilité de la personne, l'honorable Louis Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin, son humilité, avec enthousiasme, elle était vraiment positive et nous avons simplement besoin de lui apporter d'autres éléments pour que des points focaux se créent et qu'il y ait un mémorandum d'entente. Et cela me ragaillardit, cela me donne de l'oxygène. Et ce ballon d'oxygène, je l'apporterai à qui de droit. Le vice-président de l'Université de l'État de la diaspora africaine a également dit ses félicitations à Louis Vlavonou pour ses efforts d'accompagnement des actions de développement menées par le gouvernement. Où en est le plan de travail annuel du ministère de l'Industrie et du Commerce après 6 mois d'exécution? Quel est le point des objectifs atteints, des défis à relever et quels sont les moyens nécessaires pour y arriver? C'est le principal sujet au menu de la revue du plan de travail annuel. Les précisions. Bilan à mi-parcours du plan de travail annuel 2022 au ministère de l'Industrie et du Commerce. L'exercice vise à identifier les difficultés rencontrées et les mesures correctives qui s'imposent. C'est donc le lieu pour nous, après 6 mois d'exécution du PTA, que nous puissions ensemble voir si nous sommes restés fidèles à nos engagements pour l'atteinte des objectifs au 31 décembre 2022. Lors des travaux, il ressort que le taux d'exécution initialement prévu n'a pu être atteint. Il sera question de prendre un arrêté que nous appelons aujourd'hui l'arrêté de fongibilité asymétrique pour revoir un peu l'organisation de notre budget. Ça va nous aider beaucoup à aller de l'avant. Le bilan du premier semestre ainsi effectué, les acteurs du ministère de l'Industrie et du Commerce repartent sur de nouvelles bases. Fusion de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique en un seul parti, c'est ce vers quoi les responsables des deux formations souhaitent aller pour bien aborder la bataille électorale de janvier 2023. Une rencontre s'est même déroulée le week-end écoulé entre les deux présidents des deux partis qui ont discuté des modalités de cette fusion. Mais quelles peuvent être les conséquences de mariage entre le PRD et l'Union progressiste? Que gagnent les deux partis en se fusionnant? Nous avons posé la question à l'analyste géopolitique Morgan Asogba. Son analyse dans ce reportage de Kenneth Eganwi et Mathieu Soso. Le grand parti unifié dont nous parlons pourra être déjà mis sur pied et pourra se présenter en tant que parti politique aux prochaines élections législatives. L'union sera bientôt scellée. Le Parti du renouveau démocratique sera bel et bien de la course aux législatives de 2023. Quoique cette fois-ci, le parti de Maître Adrien Roumbédi cheminera avec l'Union progressiste, leader incontestable de la scène politique. Selon l'analyste géopolitique Morgan Asogba, ce n'est pas une preuve de faiblesse du PRD sur l'échiquier politique national, encore moins de sa disparition. L'union, la fusion ne serait pas
pas l'élément qui vient mettre à nu soit la capacité ou l'incapacité, mais c'est déjà même l'existence au fil des années et la capacité de ce parti politique à pouvoir avoir une majorité au Parlement ou à pouvoir être suffisamment présent dans les différentes instances de gouvernance, que ce soit départementale ou sur le plan national. Et quand vous faites le bilan, c'est difficile de parler d'une capacité à pouvoir conquérir l'électorat sur le plan national, mais il faut retenir que le PRD reste quand même assez présent dans ces différents fiefs. Cependant, une fusion du PRD et de l'Union progressiste ne serait pas sans conséquence pour ces deux formations politiques. Sur le plan stratégique, c'est un atout important. Mais sur le plan représentatif en matière d'identité du parti, cela reste quelque chose de difficile à apprécier puisque on aura la naissance d'un nouveau parti qui ne sera ni l'UP ni le PRD. Mais nous n'allons pas rester et demeurer dans des spéculations. Nous allons seulement constater le fait que les deux partis ensemble auront une capacité meilleure et probablement vont apporter une animation de la vie politique beaucoup plus pertinente. En dehors des conséquences, cette fusion et la naissance d'une nouvelle formation politique sera tout de même bénéfique pour l'Union progressiste que pour le PRD, surtout au regard des prochains défis politiques qui se pointent à l'horizon. Les acteurs de la vie politique du PRD qui vont se retrouver dans l'UP auront l'opportunité d'être aux affaires, de participer dans une certaine dynamique à l'animation de la vie politique. Cela pourrait être aussi gagnant pour l'UP parce que l'UP aura une présence nationale beaucoup plus imposante. Parce que le fief du PRD reste et demeure jusqu'à ce jour le fief du PRD. De mémoire, pas d'énormes partis politiques ont pu remporter des victoires dans ce fief du PRD. Le PRD a toujours su marquer sa présence à un niveau très élevé. Donc c'est un plus pour l'UP que d'avoir cette opportunité des acteurs politiques du PRD. Loin des avantages et conséquences des fusions entre blocs politiques, comme cela fut le cas de l'UDBN et du bloc républicain, l'on est bien en raison de se demander si ce ne sont pas déjà les failles du système partisan qui s'observent. L'analyste géopolitique nuance. Ce n'est pas un échec sur le plan de la stratégie ou de la dynamique politique dans laquelle s'inscrit le Bénin. Une dynamique qui veut qu'on ait des partis politiques suffisamment forts et bien installés pour pouvoir animer la vie politique dans une philosophie ou une dynamique idéologique donnée. Sur ce plan, on ne parlera pas d'échec. Mais s'il s'agit de regarder l'aspect de la multiplicité des partis comme étant le signe d'une vitalité démocratique, on pourrait se permettre de parler d'échec. Mais nous sommes dans une dynamique où même les plus grandes démocraties s'évertuent à avoir des partis suffisamment forts et importants dans leur animation de la vie politique. Pour survivre, tout parti politique a l'obligation d'avoir une représentation conséquente sur tout le territoire national, mais aussi de pouvoir aller sur des terrains de combat politique et aboutir à des résultats en ce qui concerne la conquête de l'électorat, estime Morgan Asogba. Une dynamique dans laquelle s'inscrit peut-être la démarche du PRD et de l'Union progressiste. Hier dimanche 7 août 2022, c'était la clôture de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Elle est organisée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 170 pays pour promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé. Les avantages de l'allaitement maternel exclusif chez la mère et l'enfant sont à suivre dans ce reportage. L'allaitement maternel, un geste qui consiste pour une femme à nourrir son enfant grâce au lait produit par ses seins. Il est très important pour la croissance du nouveau-né et présente de nombreux avantages pour ce dernier.
L'allaitement maternel présente également de nombreux avantages chez la mère. Il permet de créer un lien entre la mère et l'enfant. Il existe deux types d'allaitement, l'allaitement maternel exclusif et l'allaitement mixte. Il est donc important de nourrir exclusivement son bébé durant une période de 6 mois pour lui assurer une très bonne croissance et une bonne santé. Et c'est sur cet élément que prend fin les informations au plan national. On démarre à présent avec la page inter-célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ce dimanche 7 août. Elle s'est déroulée dans la capitale politique Yamoussoukro. Le président du Libéria, George Weah, et celui de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, était aux côtés d'Alassane Ouattara. Le chef d'État ivoirien a profité de cette célébration pour rappeler que son pays n'abandonnerait jamais ses 49 soldats maintenus au Mali. La cérémonie en l'honneur du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a eu lieu ce dimanche dans la capitale politique Yamoussoukro. Aux côtés d'Alassane Ouattara se trouvaient deux chefs d'État ouest-africains, le président du Libéria, George Weah, et celui de Guinée-Bissau, aussi dirigeant actuel de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. La loge présidentielle a toutefois été remarquée pour l'absence de deux invités de marque. Ni Laurent Gbagbo ni Henri Konan Bédié ne sont venus assister à cette fête nationale en dépit de la grâce présidentielle accordée la veille. Alassane Ouattara avait expliqué avoir octroyé cette mesure exceptionnelle à son prédécesseur Laurent Gbagbo afin de, je cite, renforcer la cohésion nationale. Le chef d'État ivoirien a profité de cette longue parade militaire pour rappeler que son pays n'abandonnerait jamais ses 49 soldats maintenus au Mali. Arrêtés le 10 juillet, ils sont considérés comme des mercenaires par Bamako et des soutiens à la MINUSMA par Abidjan.
10 personnes tuées dans des manifestations contre la mission de l'ONU qui ont secoué récemment les villes de l'Est de la République démocratique du Congo ont été inhumées vendredi à Goma après une cérémonie d'hommage populaire. Sur place, les activistes des mouvements citoyens ont scandé des chansons hostiles contre la MONUSCO, réclamant à gorge déployée son départ. Ils s'appelaient Arsène ou encore Salomon. Et ils ont été tués dans les manifestations contre la MONUSCO à l'est de la RDC. Des violences qui ont fait 4 morts parmi les casques bleus et 32 morts parmi les civils, selon un bilan officiel. 10 d'entre eux ont été inhumés à Goma après une cérémonie d'hommage populaire qui a eu lieu dans ce stade de la ville, en présence des autorités locales. Toutes les souffrances que nous endurons aujourd'hui suscitent une énorme colère contre la MONUSCO. Ils doivent comprendre que nous n'avons pas besoin d'eux, qu'ils rentrent chez eux. Maintenant, nous allons nous lever comme un seul homme et nous sommes prêts à mourir pour défendre notre nation. Encadrés par la police, certaines personnes présentes avaient des pancartes avec des slogans hostiles au casque bleu, signe que la colère contre la mission de l'ONU reste vive. Dans la ville, les boutiques et autres commerces étaient fermés, tandis que des militaires étaient déployés devant des installations de la MONUSCO. On peut tuer un révolutionnaire, mais on ne peut jamais tuer la révolution. Donc la révolution continue. Nous allons continuer à nous battre pour mettre cette armée-là hors du sol de notre pays. Depuis 2019, une partie de la population et quelques élus appellent au départ des casques bleus, jugés inefficaces pour lutter contre les groupes armés. Mercredi, le chef de la diplomatie congolaise a demandé à la MONUSCO de tout faire pour que son porte-parole quitte le pays dans les plus brefs délais. Après 6 mois de négociations encadrées par le Qatar, c'est ce lundi que doit être signé l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires. Le processus a été long. Le chef de la junte Mahamat Idriss Déby est venu en personne vendredi pour participer aux ultimes discussions. 52 mouvements sont présents à Doha et au final, 2 groupes se sont créés, ceux qui souhaitent signer cet accord et ceux qui le rejettent discret. Jusqu'à ce dimanche, plusieurs leaders des groupes rebelles se sont exprimés. Une journée décisive pour la stabilité politique au Tchad. La signature de l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires doit avoir lieu ce lundi. Une 50aine de mouvements ainsi que le Conseil militaire de la transition sont à Doha, où les négociations sont menées depuis mars dernier. Cet arrangement doit ouvrir la voie à la tenue d'un dialogue national prévu à N'Djamena le 20 août. Selon des observateurs, le groupe FACT ou Front pour l'alternance et la concorde au Tchad s'oppose encore à cet accord qui ne prend pas en compte selon lui la parité des délégués au dialogue national et la libération des prisonniers. Ce groupe serait à l'origine de la mort du président Idriss Déby Itno, tué au combat en avril 2021. Si l'accord est ratifié, tous les participants pourront se mettre d'accord sur l'organisation de l'élection présidentielle. Le scrutin mettrait fin à la transition menée par le général Mahamat Idriss Déby Itno. Autoproclamé président suite à la mort de son père, le militaire de 38 ans est accusé par plusieurs ONG de diriger le grand pays enclavé d'Afrique centrale d'une main de fer en menaçant et arrêtant tout opposant. L'Union africaine a exigé du pouvoir tchadien qu'il mette en place des élections avant octobre prochain. Au Kenya, le vétéran de l'opposition Raila Odinga est donné favori de l'élection présidentielle ce mardi face au vice-président sortant William Ruto dans un contexte de grande tension. C'est sa 5e tentative. 22 millions d'habitants sont appelés mardi aux urnes pour choisir le prochain président ainsi qu'une centaine de parlementaires et quelques-uns des 500 élus locaux. Les campagnes au Kenya ont atteint leur point culminant samedi, marquant la fin des élections présidentielles très attendues dans ce pays d'Afrique de l'Est. Raila Odinga, vétéran de l'opposition âgé de 77 ans, a garanti à ses partisans de lutter contre la corruption en appelant les électeurs à se rendre aux urnes mardi. Nous nous présentons pour construire un Kenya d'espoir.
et d'opportunités. Un Kenya qui n'est pas composé de 45 tribus individuelles, mais d'une grande tribu kenyane. L'élection est dans 3 jours à peine. Prenez vos dispositions pour voter le 9. Votons tôt, gagnons tôt. J'ai besoin du vote de chacun d'entre vous. Écoutez-moi maintenant, choisissez vous-même votre président. Soutenu par son rival, le président Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, qui se présente pour la 5e fois à la présidentielle, a promis de serrer la main de ses adversaires, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Pour le bien du Kenya, je serrerai la main de mes rivaux et je subirai les conséquences politiques s'il le faut. Je leur serrerai la main si je gagne et je leur serrerai la main si je ne gagne pas. Je le ferai parce que mon amour pour le Kenya est au-delà de mon amour pour Raila Amolo Odinga. Devant la foule, le candidat s'est engagé à fournir des aides financières aux plus démunis et des soins de santé accessibles. Pour ses partisans, le moment est venu pour lui d'être président en raison de sa contribution à l'indépendance du Kenya. Nous avons confiance en Raila Odinga. Il est notre père, le père de la nation. Et nous savons que lorsqu'il deviendra le 5e président, la liberté sera de retour au Kenya. Et c'est ce que nous attendons, que notre père devienne notre 5e président. Je voterai pour notre père, car il est le garant de la paix. C'est un père de liberté. Nous voulons croire, nous voulons être libérés. Nous luttons depuis 1992. Comme vous pouvez le voir sur ma veste, je suis un combattant de la liberté. Je suis ici depuis 3 décennies, de 1992 à 2022. Nous avons souffert, notre père a souffert, et nous avons souffert avec lui. Les résultats officiels seront annoncés dans la semaine suivant le scrutin. Si les sondages sont corrects, le Kenya organisera pour la première fois un second tour des élections présidentielles. Toujours au Kenya, le vice-président William Ruto a clôturé sa campagne pour les élections en promettant de relancer l'économie du pays en proie à des difficultés. William Ruto, qui s'oppose aux élites kenyanes, cherche à accroître la productivité agricole et l'inclusion financière. Dans son dernier discours, il a déclaré qu'une fois élu, son gouvernement déploiera 1,6 milliard de dollars par an pour accroître les possibilités d'emploi. Au Kenya, le compte à rebours avant le scrutin présidentiel de mardi est lancé. Entouré d'une foule enthousiaste, l'actuel vice-président William Ruto, âgé de 55 ans, a clôturé samedi sa campagne pour les élections en promettant de relancer l'économie du pays en proie à des difficultés. Le peuple kényan l'emportera sur l'État. Le peuple l'emportera sur le système. Et nous aurons une nation qui n'abandonnera personne. Il s'agit de donner du pouvoir à nos mamans qui vendent au marché, aux chauffeurs de taxi-moto. Il s'agit de donner du pouvoir à ceux qui luttent pour réussir, aux citoyens ordinaires. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir. William Ruto, qui s'oppose aux élites kenyanes, cherche à accroître la productivité agricole et l'inclusion financière. Dans son dernier discours, il a déclaré qu'une fois élu, son gouvernement déploierait 1,6 milliard de dollars par an pour accroître les possibilités d'emploi. Ils ont dit que c'était un moment constitutionnel. Nous leur avons dit non, c'est un moment économique. Ils nous ont dit qu'il s'agissait de changer la Constitution. Nous leur avons dit non, il s'agit de changer l'économie. Ils nous ont dit qu'il s'agissait de partager les postes. Nous leur avons dit non, il s'agit de créer des emplois pour les jeunes de notre nation. Réduire le coût de la vie, c'est la promesse de William Ruto. Le candidat met en avant ses origines modestes et se présente comme le sauveur du peuple kényan qui souffre de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant provoquée par la guerre en Ukraine. William Ruto va créer de bonnes opportunités pour les commerçants de bas niveau, comme les vendeuses, les colporteurs. Nous qui sommes toujours harcelés par les agents municipaux, il va nous servir et réparer l'économie, et c'est pourquoi nous l'aimons.
J'ai choisi de soutenir Ruto parce que je suis sûr que lorsqu'il sera élu le 9 août, comme 5e président de la République du Kenya, il saura identifier et régler nos problèmes. Les principaux enjeux de cette élection sont la corruption généralisée et l'économie. Au Kenya, 3 personnes sur 10 vivent avec moins d'1,90 $ par jour, selon la Banque mondiale. Ainsi donc se referme cette messe informative. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Portez-vous bien et bonne soirée à vous.